Salut, salut, encore merci de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV. Le MAG, 30 minutes pour tout connaître de la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Extra School et ça tombe bien, on parle de l'extrascolaire. Voici sans plus tarder le sommaire. Les activités extrascolaires, vous le savez, c'est primordial. Sport, musique, artisanat et bien sûr la culture, état des lieux. Dans un instant, ce sera avec Irina Capron. Quels sont les bénéfices pour nos enfants? Comment s'organisent les villes et autres communes? Vous allez voir que certaines d'entre elles misent grandement leur politique sur l'extrascolaire, mais avec certaines contraintes. Quelles sont-elles? Et puis on se demandera si ces activités sont à portée de tous au niveau financier. Enfin, comment choisir la bonne activité? On se demandera aussi quelles sont les dernières tendances avec une demande accrue, il est vrai, pour le sport féminin. Et ce n'est peut-être que le début à l'approche, bien sûr, des JO de Paris 2024. Nos invités en plateau. Bonjour, Lounès Hadjroud, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller départemental des Hauts-de-Seine, adjoint à la mairie de Châtillon. Tout va bien? Bonjour, tout va très bien. Et on est avec Ulysse Touré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe, rugbyman et ancien coach des 8 ans pour le rugby et je crois aussi le foot américain. J'ai joué. Vous avez joué. En tant que joueur. Tout un programme. C'est parti pour la loupe. Salut Irina. Bonjour à tous. Toi aussi, tout va bien? Oui, tout va très Alors, bien. pourquoi avoir une activité, un loisir? Pourquoi c'est important dans le développement de l'enfant? Eh bien, avoir une activité extrascolaire va permettre à l'enfant de se déconnecter de l'école, de sortir de la maison et du cadre familial. C'est un moment de détente, de plaisir. Il va pouvoir découvrir quelques capacités, des compétences et gagner confiance en soi. Et ça va également permettre de se sociabiliser, parler avec d'autres enfants et pourquoi pas faire d'autres amis qu'à l'école, eh bien, pourquoi pas créer un groupe extrascolaire d'amis. Bon, toi, je sais que tu as commencé avec les bébés nageurs, hein, mais on peut plus sérieusement commencer à quel âge toutes ces activités? Eh bien, on peut commencer très tôt avec les bébés nageurs. Voilà, c'est très tôt quand même. Et puis, c'est une activité familiale qui permet de se familiariser avec l'eau et de ne pas avoir l'aquaphobie, donc la peur de l'eau. Mais ensuite, après, on peut commencer un peu quand on le souhaite. On peut commencer dès la maternelle, quand on a 3-4 ans. Il est surtout important en fait d'écouter l'enfant. C'est l'enfant qui va choisir quand est-ce qu'il souhaite faire une activité. Après, il faut surtout ne pas cumuler différentes activités. Alors, à l'école maternelle, il est conseillé d'en pratiquer une par semaine et à l'école élémentaire d'en pratiquer au moins 2. Il ne faut surtout pas dépasser 18 heures pour respecter le bon sommeil de l'enfant. Il y a des limites? Alors, il y a certaines limites. Le coût, c'est quand même cher, une activité. Alors, ça dépend le type d'activité et la fréquence. Ça reste un budget. Ouais. Ça reste un budget, surtout. Certaines activités comprennent des équipements qu'on doit acheter aussi. Donc, il faut faire attention. Et il faut également laisser du temps libre à son enfant, du temps pour qu'il puisse jouer tranquillement à la maison, inviter des copains, des copines, se reposer, puis s'ennuyer un petit peu pour l'imagination, la créativité de l'enfant. C'est aussi très important. Le plan mercredi, c'est quoi? Alors, le plan mercredi, c'est un plan du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, mis en place en 2018. C'est un accueil de loisirs organisé par les collectivités. Le plan mercredi peut être adopté par les communes qui le souhaitent et les enfants qui peuvent en bénéficier sont ceux scolarisés de la maternelle au CM2. La commune devra respecter une charte de qualité, comme par exemple assurer l'inclusion de tous les enfants, en particulier ceux en situation de handicap, et proposer des activités riches et variées. Merci beaucoup Irina, l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec mes invités, je vous les représente. Lounès Hadjroud, vous êtes adjoint au maire de Châtillon, délégué au sport jeunesse, lien intergénérationnel. Et Ulysse Touré, vous êtes rugbyman et photographe. Vous êtes ancien coach, notamment des moins de 8 ans. L'extrascolaire en temps de Covid, est-ce qu'on a passé le plus dur, oui ou non? J'espère. On en sort ou pas? Je pense qu'on commence vraiment à sortir. Moi, Ouais. j'ai pris mes fonctions d'adjoint au sport, notamment pendant... En 2020, En non 2020, En plein dedans, en quoi. pleine crise sanitaire. Et les premières annonces que j'ai eu à faire au club étaient quasiment et exclusivement des fermetures de structures. C'était le journal des mauvaises nouvelles, quoi. Donc, on a été bien formés à cela. Ce n'était pas la meilleure entrée en matière, mais tout de même, on a essayé, dès qu'une pause des contraintes sanitaires se faisait jour, de relancer la machine tout de suite, d'accompagner les clubs. On a essayé d'adapter la pratique sportive, notamment de certains sports d'intérieur, parce qu'il y a eu quand même des relâchements plus régulier pour les sports d'extérieur. Ouais. Pour les sports d'intérieur, ça a été souvent beaucoup plus compliqué. Donc, on a essayé d'adapter la pratique sportive. Petit d'exemple, le judo, l'escrime ou le trampoline qu'on a réussi à faire en extérieur.
Alors évidemment, pour le trampoline, un peu à la scandinave, du coup, alors, en extérieur. Pour le judo, c'était une adaptation, c'était plutôt du renforcement musculaire, de l'éveil musculaire, etc. D'accord. Et pour l'escrime, eh bien, c'était des entraînements en extérieur, sur le stade, à côté du foot. Il a fallu innover, répondre à l'urgence, parer à la demande. Et ça a été un gros challenge pour les collectivités, puisque comme tout le monde, on n'étions pas préparés à cela. Mais on a essayé vraiment de préserver la pratique sportive et la vie des clubs, parce que les clubs sportifs, on en reparlera, mais c'est vraiment un des poumons dans nos collectivités, notamment en première couronne, où parfois on a pu avoir pendant des années la tentation de la ville dortoir. Le développement de ces activités sportives, c'est quand même ce qui fait que les gens vivent et participent à la vie de la cité. Pendant cette période, vous avez perdu des éducateurs, des entraîneurs ou des entraîneuses, justement? C'était un peu la catastrophe parfois? On en a perdu, alors pas forcément pour des raisons liées à la Covid, mais inévitablement, on le sait, beaucoup de maladies ont été aggravées ou se sont révélées malheureusement dans cette période liée au stress, liée à l'angoisse qu'a généré la Covid. Oui, on a perdu malheureusement certains effectifs de notre collectivité. Louise Touré, c'était justement très très compliqué cette période du Covid, qui n'est pas terminée, j'entends, mais même si on espère que ça va s'estomper, on croise les doigts dans les semaines à venir. Je pense notamment aux plus jeunes. Sportivement parlant, déjà de une, oui, ça a été compliqué parce que tous les championnats, tout a été arrêté sur le coup, donc plus de pratique, plus rien. Ensuite, on a été mis dans le flou totalement. Donc moi, en tant que d'abord étudiant, parce que à ce moment-là, j'étais étudiant et je le suis toujours, j'ai joué dans mon club de rugby en tant qu'étudiant. Et on a eu des nouvelles annonces comme quoi on avait le droit de pratiquer le rugby effectivement en extérieur, mais sous certaines conditions, par exemple un ballon par personne et pas le droit d'avoir de contact. Un ballon par personne, je rappelle que c'est du rugby. Au rugby, c'est compliqué. Ça fait beaucoup de ballons aussi, il faut peut-être investir. Oui, c'est vrai, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de sens à ça. Donc oui, ça a été vraiment compliqué sportivement parlant. Quel impact justement sur je pense aux tout jeunes, pour les plus jeunes? Il y avait toute une pédagogie justement pour les remobiliser, pour leur... Si je me mets à leur place, parce que j'en ai fait jeune aussi, c'est peut-être l'envie d'aller voir ses amis le mercredi après-midi, faire du rugby, partager un bon moment, apprendre des choses. Et je pense que ça, oui, ça impacte énormément, pas directement, mais indirectement, on le ressent peut-être après. Oui. Younes Hadjroud, Châtillon, c'est combien d'habitants? Dans les Hauts-de-Seine, 38 000. 38 000. Justement, l'extrascolaire, ça concerne combien de jeunes? Ça concerne environ... en mineur, on est un peu moins de 2000 pratiquants, de 3 à 18 ans. Nous, on a des chiffres qui vont jusqu'à 25 ans pour les publics jeunes. Donc, si on regarde, c'est 45% de la pratique sportive en club. Pour moi, 43 ans, c'est OK. J'ai compris, merci. C'est dans la deuxième. Je suis hors jeu, quoi. Je suis pas dans les stats. Ça représente les 3-25 ans, parce que nous, on commence à 3 ans avec les baby-sports. Ça représente 45% de la pratique sportive sur notre territoire. Et avec, vous imaginez l'effet que ça a pu avoir, notamment sur des tranches d'âge où il y a une désertion parfois du club, notamment au début de l'adolescence, où il y a un décrochage chez certains, de passer 2 ans, enfin 1 an en réalité, tout cumulé 1 an et demi, sans pouvoir pratiquer correctement une activité sportive. Ça a été compliqué pour le retour en club derrière. Donc, les clubs ont regagné quand même sur cette année. Elles avaient perdu l'année dernière beaucoup de leur effectif, quasiment 20-25% en moyenne pour tous les clubs. Là, c'est revenu, ça revient à peu près à la normale, avec un effectif tournant. Il y a eu du turnover, des gens qui ne sont pas revenus, des enfants qui sont arrivés. Mais on voit, on a vu au début de l'année... Encore des réticences aujourd'hui? Nous, on a organisé l'année dernière, pour Châtillon, la première fête du sport. L'idée, c'était qu'on a eu tout un process qui était les états généraux du sport. Donc, on commence sur tout le mois de juin, qui a été précédé d'une enquête sur la pratique sportive. Et l'idée, c'était que le mois de juin soit dédié au retour à la pratique sportive, qu'il y a eu des portes ouvertes. On a essayé d'aider au maximum les clubs en organisant des portes ouvertes dans tous les clubs, de manière en lien avec les écoles, en lien avec les collèges, de manière à organiser des visites de clubs, de découverte de sport. Cette petite fenêtre au mois de juin. Et ça a extrêmement bien marché. Et ça s'est conclu par une fête du sport fin juin qui a permis, en amont des forums des associations qui ont lieu en septembre, de pouvoir reprendre une prise de contact, redécouverte des sports et pourquoi pas faire des préadhésions. Ce qui a permis en septembre à nos clubs
de redémarrer quand même assez rapidement. Vous Mais il avez- y avait une appréhension. Les parents disaient l'année dernière, j'ai payé tant, il a fait 2 séances. Est-ce que cette année, je prends le risque ? Bon, finalement, les parents ont fini par le jeu, parce que, comme vous l'avez dit, Ouais. il y a besoin d'une activité Vous avez proposé de payer en 4 fois, non? Bon. Après, c'est les clubs. Mais le gouvernement, pour le coup... Je propose même des si- solutions, je sais Non, pas. Mais... Même si je ne suis pas sur la ligne du gouvernement, a proposé des solutions avec le passeport, qui prenait 100 € en charge sur l'adhésion, sur conditions de ressources, bien sûr, et ensuite le département aussi. L'un dans l'autre, ça a permis aussi d'atténuer le poids représentait l'adhésion et de faciliter, même s'il y a eu des réticences qui se sont estompées, puisque les clubs ont quand même bien joué le jeu et les contraintes se sont, faut le dire, même si on est encore dans une période de crise sanitaire, ont quand même beaucoup reculé sur la pratique sportive. 38 000 habitants, on l'a dit, à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, ça représente combien de clubs, combien d'associations? On a environ, en tout cas en lien, qui ont un lien avec la ville, Ouais. on est autour de 37 clubs. D'accord. environ. Vous avez repris la ville en 2020 avec Madame la maire, elle s'appelle Nadège Azaz. Pourquoi avoir justement réinvesti, si je puis dire, massivement dans l'extrascolaire avec cette appétence, j'ai l'impression, pour le sport? Vous m'avez parlé de cette école du sport. Oui, bien sûr. Alors nous, Châtillon est une ville qui a historiquement cette école des sports qui fait partie vraiment de l'ADN de la ville, qui a beaucoup pâti de la crise sanitaire. C'est inédit en Ile-de-France? C'est pas inédit en Ile-de-France. C'est des écoles qui ont beaucoup existé dans les années 80, des politiques de sport, notamment sur la ceinture rouge en Ile-de-France, où on sait les villes communistes investissaient beaucoup sur le sport. Cette ville qui avait été reprise en 83 par la droite a maintenu quand même un certain niveau, avec des clubs, on parlait en off tout à l'heure sur le rugby à 13, vous dites tout. qui ont atteint des quelques sommets. Parce que vous, Ulysse, des bons niveaux. vous jouiez juste à côté. Alors non, moi je suis de Paris à 15, mais j'ai pas mal d'amis, donc je connais un peu le rugby à 13, 15. On se parle entre nous, quoi. Nous, c'était le sport phare Quelques rivalités. de la ville. On ne dira pas tout. Et donc, c'est vrai que il y a eu un sous-investissement sur les infrastructures qu'on paye un peu aujourd'hui parce qu'on est passé, la population a explosé avec la densification urbaine. Et donc, on a un peu de mal à répondre à toutes les demandes. On a des habitants qui sont férus de sport. Nous, les clubs, c'est 4000, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 4400 adhérents qui pratiquent en club. C'est à peu près 7000 sportifs identifiés qui pratiquent en club et hors club, en loisir. Mais c'est quand même 4400 qui pratiquent en club. Donc, des infrastructures qui sont toujours plus attendues et demandées et utilisées. Et là, nous, on a voulu vraiment investir sur la politique sportive parce qu'on considère que le sport est un vecteur d'émancipation. Il est complémentaire. Et ça se traduit comment, justement, de la part de la ville? C'est un soutien essentiellement financier C'est un soutien financier, évidemment. Donc, malgré la crise, on a souhaité maintenir les subventions à hauteur, soutenir les clubs. Vous avez fait le quoi qu'il en coûte? On a fait le quoi qu'il en coûte sportif et associatif. Soutenir les clubs qui étaient en crise en leur apportant un soutien financier supplémentaire. Et on a essayé autant que faire se peut vraiment d'accompagner les clubs. Là, on remonte une structure qui est l'OMEPS, l'Office municipal des sports, qui est une structure associative, pour en faire un peu une fédération locale des clubs sportifs, pour les accompagner sur la structuration juridique des clubs, sur le développement des clubs, parce qu'on oublie souvent, les clubs sportifs sont dirigés par des bénévoles. Oui. Et donc des bénévoles dont ce n'est pas toujours le métier. Et c'est un gros engagement d'être à la tête d'un club. Donc on essaie un maximum de les accompagner, de mutualiser les dépenses de fonctionnement qui pourraient peser trop sur elles. Et donc comme ça, de leur demander de se vraiment focaliser sur le développement de la pratique sportive et l'accompagnement des jeunes et des moins jeunes, évidemment, puisque c'est tout le monde qui a accès au sport dans une collectivité. Ulysse Touré, c'est quoi les bénéfices justement de l'extrascolaire, vous qui avez officié notamment dans les rangs du rugby, si je puis dire? Tout d'abord, par rapport au rugby, des valeurs. Moi, ça m'a appris pas mal de valeurs. L'esprit d'équipe, la cohésion de groupe, plein de choses comme ça. Vous avez commencé à quel âge? 7 ans. D'accord. Et ça permet aussi justement de s'évader. Donc moi je sais qu'à titre personnel, quand j'avais une frustration, que j'étais énervé,
j'allais sur le terrain de rugby pour me défouler. Vos parents disaient bon allez tu vas à l'entraînement, ça suffit. Tu c'est vas filer à l'entraînement. Mais j'ai pas ça. ce soir, tu vas quand même. Et puis plein d'autres choses, ça Va nous te permet de voir fatiguer. des choses, ça nous permet de voyager. Donc après, ça dépend aussi du niveau du club, ça dépend de plein de choses. Mais moi, ça m'a permis de voyager, de rencontrer des gens et aussi d'apprendre sur le côté personnel, de grandir. Sur l'estime de soi notamment. Oui, sur la confiance en soi, soi. l'estime, la gestion du stress, D'accord. plein de choses comme ça. Irina. Alors oui, Ulysse, est-ce que vous avez pu voir dans vos cours des élèves qui s'adonnaient tellement à leur passion qu'ils oubliaient aussi un peu le système scolaire et abandonner un petit peu les évaluations, les révisions? C'est aussi important. Vous avez des infos, vous? Je ne sais pas, je Je ne sais dis pas. rien. Non, j'ai eu aussi un vécu, donc c'est pour ça. On va en parler. J'en suis victime. Mais ça arrive beaucoup. Les enfants s'adonnent à leur passion, ils s'abandonnent un petit peu à tout ça, ils se concentrent, ils se focalisent que sur ça, et après ils oublient un petit peu le reste. Concrètement, le rugby, c'était une passion dévorante? Alors oui, ça arrivé un moment, donc ma seconde, on avait plusieurs entraînements par semaine, donc 3-4, et il y avait les 2 entraînements physiques, plus l'entraînement vidéo, et le week-end, arrivaient les matchs. Donc les matchs, quand ils étaient à Toulouse ou en Bretagne, fallait partir samedi soir et rentrer le dimanche, la nuit de lundi, Mais ça dimanche fait un peu lundi. du temps surchargé. Quand Voilà. Donc après, on a la question de est-ce que j'ai envie de jouer? Je joue plutôt bien, j'ai envie de jouer. Il faut que je fasse tous les entraînements. Ce qui fait que le soir, je vais à l'entraînement, mais je fais pas mes devoirs. Donc oui, effectivement, C'est un choix. je ne dis pas que c'est un choix, je pense que moi, j'avais pas envie de décevoir, que ce soit du côté du club, de mes amis. Et puis l'école, c'est pas mon voisin qui va faire mes devoirs, donc j'étais pas en train de me dire je déçois parce que je ne fais pas mes devoirs. D'accord. Ce qui fait que du coup, j'ai redoublé ma seconde. Mais du coup, Totalement. vous qui avez connu ça, vous le voyez aussi, il y a des signes alarmants chez les enfants. Est-ce que vous pouvez le remarquer Non, il n'y a pas de signe Non. alarmant parce que comme on aime, moi j'aimais ce que je faisais et je ne montrais pas que j'étais sous la pression. D'accord. Je ne disais pas la cause première est que je fais du rugby, je l'ai vu bien après. Je l'ai vu bien après, c'est quand j'ai arrêté, je me suis dit ah oui, là maintenant j'ai du temps pour travailler effectivement. C'est ça avant tout le Nunes Adjo, l'extrascolaire justement. Ça Oui. permet aussi à l'élève, à l'enfant de trouver un équilibre entre le temps à l'école et le temps. Bien le temps sûr. libre. Par ailleurs, en France, on a un retard qui est un peu qu'on entretient avec le temps. Alors chaque gouvernement essaye de trouver sa mesure, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas d'investissement massif sur la question du sport et de la scolarité. Soit on est en sport-études sur des sports et dans des centres de formation. Et là on a une voie toute tracée. Et encore. Parce qu'il y a eu des améliorations ces 10 dernières années. Ça fera l'objet d'une autre émission. Sur le suivi des jeunes sportifs et leur capacité à regagner ensuite un cursus. Mais c'est pas parce qu'on fait du sport à un certain niveau qu'on veut forcément être un sportif de haut niveau et en faire son métier ou sa profession. Il doit y avoir un circuit dans le parcours scolaire qui puisse permettre à des jeunes adolescents, surtout, de pouvoir pratiquer un sport à un certain niveau et de pouvoir avoir une scolarité à peu près normale en parallèle. Beaucoup de pays sont en capacité de le faire. On a en tête souvent les États-Unis, plutôt sur la partie universitaire où ils investissent beaucoup. Mais, surtout à l'université. Surtout à l'université. Mais dans certains pays européens, on sait qu'on a des filières au niveau du lycée, au niveau de la fin du collège, où on peut être sur une pratique intensive du sport. Après, il y a des Allemands aussi. Les Allemands, l'après-midi. Exactement, les Espagnols. Ils en reviennent un petit peu, mais. Mais ça donne des résultats aussi. Quand on investit, aussi sur le sport. On a derrière des sportifs de haut niveau dans beaucoup de disciplines. Et ça se répercute, on est sur la droite ligne des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça répercute et ça génère des médailles et des sportifs reconnus mondialement. Ulysse, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent justement quand on coach les élèves? Quand on coach des jeunes, pas vraiment. C'est surtout l'aspect sportif ou il y a aussi toute la pédagogie, justement, le côté, on en parlait, confiance en soi? C'est ça, c'est plus tout ce qui est autour de tout ça. Après, il n'y a pas vraiment de questions qui nous reviennent parce que ce n'est pas vraiment les questions qu'on se pose. D'accord. Quand on coach des enfants, en tout cas, on essaye d'apporter ce que nous, grands, on sait. Et le but, c'est surtout que ces personnes-là continuent dans ce sport. C'est pas vraiment apporter Et au fur et à mesure, effectivement, en fonction du sport dans lequel on est, on apporte ces valeurs indirectement. Et tout le folklore qu'il y a autour du rugby, justement, on peut déjà le humer, si je puis dire, dès l'âge de 6-7 ans. Non, pas la troisième mi-temps. Voilà, on reste à l'Orangina. On peut que humer, alors. Tout ça, Oui,
Bah oui, c'est ça. Ouais. Ça fait partie du truc. Ouais. La transmission. On est là, vous verrez, dans 10 ans, ce ne sera compris. pas la même histoire. Quoi. J'ai compris. Younes Adjroud, il y a le sport, on en a beaucoup parlé, effectivement, on sait que c'est très important à Châtillon, mais et effectivement, Irina l'a rappelé, l'extrascolaire, c'est pas que le sport, il y a bien sûr tout l'aspect culture, l'aspect artisanal aussi, pourquoi pas, mais la culture, vous prenez une plus grande ouverture au public, avec quel type d'initiative ? Nous, on travaille, on a quelques établissements culturels sur notre ville. Alors évidemment, on n'est pas sur des établissements de dimension parisienne, donc plutôt de dimension locale ou territoriale. D'accord. On a un théâtre, on a une maison des arts, on a des lieux qui peuvent accueillir des temps culturels. Maison des Arts avec quoi ? Avec des conférences ? Alors, on a une maison des arts à Châtillon qui accueille des expositions, qui est une maison dédiée à l'accueil d'expositions. Souvent de très belles expositions, d'ailleurs, je vous invite à y passer. Mais on essaye d'avoir un travail pédagogique avec les enfants. Alors, ce n'est pas totalement de l'extrascolaire, parce que c'est aussi dans le temps scolaire, un travail qui est réalisé avec les écoles pour la découverte du monde artistique, un peu ouvrir le champ culturel et des habitus que peuvent avoir certains enfants. Et on essaye sur l'extrascolaire. Là, par exemple, on avait une exposition qui était dédiée à la street artiste Sifat, qui a réalisé une fresque géante sur un de nos immeubles municipaux. Et on a accueilli son exposition à la Maison des Arts. Il y a eu tout un travail qui a été fait avec les écoles et en plus de ça, des débats sur la question du street art. Au niveau avec les jeunes des différents quartiers de la ville et les associations de jeunesse. Et donc on essaie de faire ce travail vraiment d'ouverture culturelle, de culture pour tous. C'est un vrai investissement pour les collectivités parce qu'on n'a pas toujours les moyens et les leviers pour le faire. Mais nous, on essaie vraiment de s'engager là-dedans. Et puis on le fait aussi au travers de nos structures jeunesse. D'accord. Parce qu'on a des structures jeunesse à côté, qui sont différentes des centres de loisirs, des accueils, des MJC, des centres d'animation. Et là, on essaie aussi d'organiser des sorties qui éveillent et qui ouvrent les champs culturels. Ça vous parle ou pas, Alice Touré ? Je sais que vous êtes aussi photographe. Justement, on peut attirer aujourd'hui les jeunes qui cherchent un loisir, un passe-temps, en tout cas l'extrascolaire, vers la photo ? Totalement. Après, de quelle façon, je ne sais pas, parce que moi, la façon dont j'ai été attiré, ça n'a rien à voir. C'est une période un peu compliquée, donc je me suis orienté vers ça. D'accord. Mais oui, je pense que c'est vachement... Très jeune, en tout cas, c'est possible déjà très jeune, je ne sais pas. Pour avoir un œil très jeune, pour la photo. Je ne sais pas, parce qu'il faut avoir une réflexion derrière tout ça. D'accord. Parce que pour moi, l'art, c'est pas juste appuyer sur un déclencheur. C'est pas juste savoir faire un cadre. Mais par contre, après, les orienter vers ces choses-là, oui, je pense que c'est faisable et c'est important. Allez, l'info en plus. Alors Irina, je vous reconnais bien là, vous nous avez trouvé une pratique extrascolaire quelque peu originale. Eh oui, c'est parce tout bon, on entend souvent parler de la danse, du football, du rugby, voilà. Moi, je vais vous parler... Vous en avez marre de tout ça, c'est ça ? Voilà, je vais vous parler d'un truc assez original, je vais vous parler du parcours ninja. Est-ce que vous avez une petite idée ? Oui, c'est quelque chose, je me dis que c'est un peu acrobatique. Oui, un petit peu. Alors en fait, c'est tout d'abord un sport ludique et insolite, issu d'une émission de télévision. C'est une activité qui mêle escalade et parcours. Alors le principe, c'est d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, en traversant de nombreux obstacles. Et certaines étapes doivent être réalisées sans toucher le sol, avec la force des bras et l'agilité. Voilà. Oui, voilà à quoi ressemble un parcours de ninja, justement. Eh bien, j'ai oublié votre lancement, vous avez vu ? Non, mais il n'y a pas de souci, Alors, le cours va commencer par un échauffement pour préparer les muscles. Ensuite, les enfants vont réaliser plusieurs ateliers répétitifs comme des sauts. Ils vont le faire plusieurs fois pour aller plus loin, aller plus haut, comprendre leurs appuis. Et puis ensuite, ils vont réaliser donc le parcours, donc le point A au point B, en réalisant ce qu'ils ont appris avec les conseils du professeur. Et à la fin, le temps est consacré pour se détendre et s'étirer convenablement parce que c'est très important. Et surtout, en parlant des professeurs, ce sont des coachs diplômés d'État. Ils sont généralement gymnastes, grimpeurs ou artistes de cirque parce que le parcours ninja, ce n'est pas une discipline officielle. Quels sont les bienfaits justement de cette discipline, de ce parcours ninja ? Eh bien, il y en a beaucoup parce que ça travaille les muscles, ça travaille le déplacement dans l'espace, la motricité, le dépassement de soi qui soit autant physique que mental. Et donc c'est très important, c'est ludique, c'est marrant. Mais j'imagine qu'il y a quelques contre-indications.
vu que c'est une activité sportive, il est conseillé d'avoir l'autorisation de son médecin. Mais c'est une toute petite contre-indication, c'est pas très grave. Je sais pas si je vais tester, je crois que je suis trop vieux. Le parcours, c'est le genre de demande que vous avez du côté de Châtillon ou pas? Oui, c'est les disciplines alternatives. C'est une des tendances là? C'est une des tendances, le parcours. Il y a le street workout. Là, nous, on est en train d'investir aussi sur l'installation de zones street workout sur Châtillon. En temps de Covid, en plus, le street workout, je me dis, c'est dehors. C'est dehors. Alors, il y a des zones de contact, mais bon. On est d'accord. Ça reste dehors. Ouais. Mais il y a une vraie demande. Il y a un vrai enjeu qui est la cohabitation, parce qu'on est dans des villes très denses. Donc, faire cohabiter des structures d'extérieur avec le voisinage, c'est toujours un peu complexe. Mais effectivement, on a cette demande. Faut pas inviter Irina, on a compris. C'est toujours le même problème. On n'a pas encore parlé, on a parlé bien sûr de tous les aspects de l'extrascolaire, mais on n'a pas parlé des contraintes. Quelles sont-elles aujourd'hui pour une ville notamment comme Châtillon? C'était quoi, 17 000 habitants il y a une trentaine d'années, c'est 38 000 habitants aujourd'hui? C'est ça, 38 000 habitants. Vous poussez les murs? C'est un peu plus qu'il y a une trentaine d'années, 17 000. Mais on pousse les murs, enfin autant que vous pouvez. Parce qu'on ne peut pas aller grignoter sur la ville d'à côté. C'est le manque de place, concrètement? Un vrai manque de place. En fait, on a eu une période, ces 30 dernières années, où c'était l'immobilier first, donc en tout cas dans mon département. Ouais. Et donc, il y a eu une frénésie immobilière, des constructions pas toujours réfléchies en termes d'aménagement urbain. Sûrement, oui, immobilier Hauts-de-Seine, c'est un pléonasme. Mais du coup, cette surdensification n'a pas été pensée en parallèle d'un développement des infrastructures publiques. Et donc, on manque cruellement de gymnases, on manque de stades. Enfin, sur une ville de 38 000 habitants, on a un stade de pelouse. Et concrètement, vous faites comment alors? Parce que j'imagine que chaque année, les listes d'attente les créneaux, on a des journées qui sont très longues sur nos infrastructures. Donc, c'est-à-dire qu'on a des infrastructures qui sont extrêmement utilisées, tant par les scolaires, parce qu'on a des obligations aussi en lien avec les écoles. Mais les créneaux, c'est jusqu'à quelle heure du coup? On peut avoir un cours d'escrime à 21h ou 22h? Bien sûr. En journée, vous avez les scolaires qui utilisent une partie des gymnases. Alors pour l'escrime, c'est des salles d'armes, donc c'est différent, mais ils vont jusqu'à 21h, 22h. Il y a des entraînements, il y a même plus tard, on a des entraînements de basket pour les seniors qui vont assez tardivement dans la soirée jusqu'à 22h30. Donc non, on pousse vraiment les murs, on pousse les créneaux. Alors effectivement, on arrive à certaines limites, parce que quand vous avez plus de cases disponibles, et donc on essaie aussi d'entretenir un maximum notre patrimoine pour pouvoir ne jamais être en dèche de lieux. Là, récemment, on a rénové une ancienne salle de tennis de table qui avait été un peu abandonnée, de près de 300 mètres carrés, qui nous a permis de regagner un peu de souffle pour y mettre toutes les activités que j'appelle de sport doux, du yoga et moins doux par ailleurs, de la danse ou autre, en tout cas qui ne nécessite pas de hauteur sous plafond. Pas le parcours ninja. Voilà, exactement. Ce qui nous a permis de regagner un peu de souffle dans les gymnases. Et pareil, on en est à faire du tennis dans nos gymnases, parce que nos cours, on n'a pas assez de cours. Donc là encore, on a rénové des cours cet été pour pouvoir être toujours plus efficace et pouvoir être davantage d'utilisation. Donc on est un peu dans une course contre le temps et contre la météo aussi, parce que quand on a peu d'espace extérieur, en fait, il faut qu'on ait des surfaces praticables tout le temps, ce qui n'est pas simple, d'où le développement dans beaucoup de villes des synthés qui ont remplacé les pelouses. Alors, on peut aimer les pelouses. Il ne faut pas tomber. Mais maintenant, les synthés dernière génération sont un peu moins très chers. Mais... Je ne confirme pas vraiment, ça brûle les genoux. Ça brûle les genoux. Moi, c'est du vécu. Les joueurs de rugby ont un peu évolué sur les synthés. Par rapport au premier synthé. Je crois que tout est dans le un peu. Ça brûlait dans le un peu. J'ai certains genoux écorchés, quoi. Donc bon. Voilà, on ne montrera pas ça. Si je vous dis 8 mars, ça vous parle ou pas cette date? Bien sûr, Journée internationale des droits des femmes. Nous, sur la question sportive, en tout cas, on a un enjeu qui est important, qui est la féminisation de la pratique sportive, pour diverses raisons. C'est une vraie lame de fond en ce moment, vous le sentez? Oui. Et on en revient du coup à la question des places, justement, pour les... Oui, bien sûr. Les clubs font tout leur possible pour développer des créneaux. Alors, il y a un changement de culture à faire. Certains sports étaient exclusivement masculins, ils tendent à se féminiser. Donc là, il y a un changement de culture à faire. Et puis, il y a aussi un besoin d'accompagnement, donc on essaie de le faire, mais on est toujours confronté à cette question des créneaux et des disponibilités. Et là, dans le changement de culture, il y a aussi savoir
quel créneau on ouvre, quel créneau on n'ouvre pas pour les masculins et qu'on ouvre pour les féminins. L'équation est compliquée. Oui, donc l'équation est compliquée, mais il faut, c'est là qu'il y a des logiques d'arbitrage qui sont compliquées pour les collectivités, mais aussi pour les clubs. Ulysse, ça pousse aussi au rugby chez les femmes? Ah oui, totalement. Bah après, c'est sûr que le rugby étant un sport de contact, on a légitimement moins de femmes. Dans le sens, on ne se dit pas forcément que c'est un sport de femmes, alors qu'il y a des équipes féminines. Mais il y a une demande croissante. Il y a une demande croissante, oui. Après, c'est sûr que pour les jeunes, les moins de 13 ans, on a des équipes mixtes, donc femmes, enfin filles, garçons. Et c'est après que justement les équipes féminines se mettent en place au rugby en tout cas. Et là, à Paris, il y a de très belles équipes féminines. Bon, on aura l'occasion en tout cas d'en reparler puisque l'émission est déjà terminée. Ça passe très très vite. Merci beaucoup Ulysse. Ulysse Touré, vous êtes éducateur, photographe et rugbyman et ancien coach des moins de 8 ans. Merci beaucoup à vous. Lounès Adjroud, vous êtes adjoint au maire de Châtillon, délégué au sport jeunesse, lien intergénérationnel. Merci à tous les trois. Merci Rina. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Toutes les émissions sont à retrouver sur schooltv.com.